Wallen, Madame la Présidente, Kwe, bonjour, hello. À vous, Madame la Présidente, et à mes collègues de l'Assemblée législative, il s'agit d'un honneur pour moi, en tant que porte-parole en matière de finances pour le deuxième groupe d'opposition, de me lever en Chambre aujourd'hui pour répondre au budget que le gouvernement a déposé mardi passé. Avant de parler directement au budget, j'aimerais prendre quelques minutes pour parler de ma circonscription et faire quelques remerciements, Madame la Présidente. D'abord, j'aimerais remercier mes concitoyennes et concitoyens de Kent-Nord. D'abord et avant tout, je veux les remercier pour leur dévouement, leur passion et leur implication. Bien que mes concitoyennes et concitoyens ont choisi de m'envoyer ici à Fredericton afin de les représenter, le vrai changement et la raison de notre force et de notre résilience dans Kent-Nord est grâce à tous ces acteurs sur le terrain qui s'impliquent dans leurs communautés respectives. Je ne suis qu'un acteur parmi tant d'autres qui croient dans ma région et la diversité des gens qui y habitent. I represent a riding of great diversity, a beautiful riding that lays on the unceded territories of Mi'kmaq, home and land of the Mi'kmaq people of Elsipogtog and Elnui-Meniguk, home to the English, Scottish, and Irish settlers of Rexton and the Rishabuktu River, home to the people of Filipino, Mexican, Haitian, German descent, and many more who call Kent North home. Maison aux Acadiens de la mer, des rivières, des champs et des forêts, allant de Pointe-Sapin à Richibouctou village et jusqu'à Rogersville. I want to say to the people of Kent North how much I appreciate the great opportunity they have given me to be their voice, to defend our issues and to make sure that our communities and our achievements are known to all around the province. We have had and will continue to have challenges due to the global pandemic. But I can't wait to see you in your communities, restart my town hall meetings, and continue the work that we continue to create together. The change that we continue to create together. Aux citoyennes et citoyens de partout ailleurs en province avec qui j'ai la chance de parler et de défendre des idées et visions que nous avons en commun et qui ne se retrouvent pas dans les idées de leurs représentants, conservateurs, libéraux ou autres. Bien que ma priorité ait toujours été les gens de Kent-Nord, nous sommes tous citoyens de ce territoire néo-brunswickois et je suis heureux de pouvoir vous donner espoir qu'un monde meilleur, un monde différent est possible. Monsieur le Président, comme vous le savez, la politique ne se vit pas tout seul. Ou Madame la Présidente, désolé. Je veux remercier ma famille, mon épouse Rebecca Fraser-Chiasson et mes deux enfants, Hugo et Aude. Je veux les remercier d'être engagés avec moi dans une transformation sociale. Pour moi, ce n'est pas une question de devoir choisir entre mon engagement politique ou mon engagement familial. Entre engagement politique et le projet d'élever une famille, je refuse de choisir. En équipe avec mon épouse et mes enfants, nous faisons les deux. J'ajouterai à ça notre projet de souveraineté alimentaire, qui ne serait pas possible sans la grande famille de la terre partagée. Notre coopérative de travail qui cultive les terres de la Ridge dans l'objectif de nourrir notre communauté. Bien que je doive prendre un recul et que je passe plus de temps assis dans cette chambre que sur un tracteur, ce projet demeure un projet politique et de transformation sociale qui me passionne. Une façon pratique de mettre en œuvre les mots que je prononce dans cette chambre. Ancrée dans un processus d'agroécologie paysanne, notre ferme ne peut être séparée des efforts de nos prédécesseurs ou de l'avenir de notre progéniture. Nous sommes appelés à jouer un rôle de balancier entre le défi d'honorer les durs labeurs des ancêtres et celui d'assurer un futur sain et durable pour ceux qui nous suivront. Le temps, les gens et les lieux ont changé, mais malgré tout, nous imaginons que nos sentiments de triomphe, de lutte et d'enthousiasme sont les mêmes que ceux ressentis plusieurs années auparavant. Nous nous sentons incroyablement chanceux d'avoir le privilège de continuer ces traditions, de sentir ce contact avec le passé et d'avoir l'occasion de continuer d'écrire l'histoire pour ceux qui sont à venir.
Je veux donc remercier Jean-Eudes, Pierre-Olivier, Philippe et Rebecca, ainsi que toute la grande famille de la coopérative. Je ne pourrais faire des remerciements sans parler de Stéphane et Julie, au bureau de circonscription. Leur dévouement envers les citoyens et les citoyennes de Kent-Nord, leur sensibilité, leur désir profond de justice et leur éthique de travail continuent de m'éblouir. Ce n'est pas toujours facile de voir, jour après jour, des citoyennes et citoyens qui sont maltraités par nos systèmes profondément injustes et inégaux. Et continuer de servir le bien commun à travers de tout ça. Ils sont, comme moi, profondément engagés dans cette lutte pour un monde meilleur, et je leur remercie de tout mon cœur, en mon nom, mais aussi au nom des citoyennes et des citoyens de Kent-Nord, qu'ils continuent de servir et d'écouter. Now let's talk about the budget. If we continue to see these injustices and inequalities grow in our constituency offices, in our communities, it is because we have had 40 years of conservative and liberal governments that have remained stuck in ideological shackles that are far removed from the common good, from solidarity, and from our communities. This budget is in no way different from those of the past. I could stand here and give praise for crumbs here and there, for half measures that help no one except their own ideology. I could fall in the trap of falling for communication bits designed to make this government look like it cares and look like it understands the true struggles of everyday people. But Madam Speaker, I would be lying to myself, lying to people who have elected me, and lying to the people in this room. And that would not be very, very honorable now, would it? So let's take a few examples straight out of the budget. To respond to an important explosion of the cost of living and to redistribute wealth, the Conservatives have increased the province's basic personal amount from $10,817 to $11,720. Let it be known that this measure will amount to a slap-in-the-face return of $85 per resident for the whole year. Oh, but wait, not this year, next year. The government even had the audacity of saying that this is a response to the, and I quote, federally mandated carbon tax. Instead of responding to the high cost of living due to rising housing costs, a war in Ukraine, a 2-year pandemic, pandemic profiteering, and a climate crisis, might I add. This Conservative take on it talks so much volume on what they really are, what they really represent. Madam Speaker, a group of ostriches with their heads so deep in the ground, that a whole generation of young people are hurting with eco-anxiety, feeling helpless because our Conservative and Liberals alike have nothing better to offer us but capitalist rubbish rhetoric. Implorant les dieux du trickle-down puis les licornes du libre marché, ils vont régler tous nos problèmes, Madame la Présidente. Ça fait des années puis des années qu'ils nous répètent les mêmes messages, incapables de comprendre que leur politique néolibérale
ne fonctionne pas et ne fait que creuser et d'augmenter les inégalités dans notre société. Un autre exemple dans le budget de fausses mesures que le gouvernement tente de communiquer pour faire semblant d'agir est le 6,3 millions de dollars en logements abordables. J'ai parlé avec un évaluateur du monde de la construction qui m'a dit qu'aucun contracteur, présentement, avec les prix des matériaux de construction, réussit à bâtir pour en bas de 300 $ le pied carré en ce moment, pour les custom built. Il me disait qu'il s'agit de construction, s'il s'agit de construction d'immeubles qu'on appelle cookie cutter dans l'industrie, ils peuvent peut-être réussir à construire pour 200 $ le pied carré. C'est le mieux qu'ils voient présentement se passer dans le marché. Donc, donnons le bénéfice du doute au gouvernement. Le bénéfice du doute, c'est qu'il y aurait... Les contracteurs seraient capables de le faire au prix le plus bas observé en ce moment, 200 $ le pied carré. Maintenant, imaginons que des unités de logement abordables ont une moyenne de 900 pieds carrés. Parce que j'ai fait une recherche. Puis il y a des pieds carrés minimum qui doivent être respectés pour du logement abordable. Une famille avec des enfants, on parle plutôt des logements abordables de 1000 pieds carrés au minimum. Et des personnes vivant seules ou en couple, on parle de 750 pieds carrés au minimum. Donc, j'ai mis ça à 900 pieds carrés. Madame la Présidente, les 6,3 millions nous donnent donc 35 unités. 35 unités pour toute la province. Madame la Présidente, la liste d'attente au niveau provincial, où c'est évalué qu'il manque à peu près 7000 unités dans la province. Il en manque des centaines d'unités dans ma circonscription de Kent-Nord. C'est pour ça que j'ai été estomaqué, Madame la Présidente, de voir applaudissement après applaudissement des conservateurs face à ces fausses mesures. C'est des fausses mesures parce que c'est de la communication pure et simple. On essaie de se donner une conscience. On essaie de dire, ben, on fait le mieux qu'on peut, Madame la Présidente. Mais le mieux qu'ils peuvent faire, c'est pas yard bon. Estomaqué, parce que je ne peux m'enlever de l'esprit la jeune mère monoparentale qui pleurait dans mon bureau hier matin parce qu'elle doit vivre sur un sofa avec sa petite de 9 mois parce qu'elle ne peut pas trouver un logement. Consciente de sa situation et consciente de la situation de beaucoup d'autres personnes. En pleurs, cette mère monoparentale qui me disait « Je le sais que ma situation n'est pas la seule. Je te demande pas de me trouver un logement tout de suite parce que je sais qu'il y en a plein d'autres qui attendent. » Mais qui me parlait de sa situation à elle. Une mère monoparentale vaillante, Madame la Présidente, extrêmement vaillante, mais qui ne peut pas aller travailler à chaque jour son emploi au salaire minimum en dessous, même avec les augmentations, tapez les mains, tout ce que vous voulez, même avec les augmentations qui sont sous un salaire digne, un salaire minimum pour pouvoir se payer des services minimums, Madame la Présidente. Elle ne peut pas aller travailler à chaque jour parce qu'aucune garderie de notre région ne prend les enfants en bas de 2 ans. Dans certaines régions, s'ils en prennent, j'ai vérifié,
Les listes d'attente sont de plus ou moins 2 à 3 ans. Une mère monoparentale qui est poussée dans un cycle de la pauvreté, vouée à l'aide sociale à cause de l'inaction d'un gouvernement qui, comme le premier ministre aime tant le dire, se contente de frustrer tout le monde. Son gage de réussite, c'est de frustrer tout le monde. Monsieur et Madame, voici notre gouvernement qui se contente de faire chier tout le monde. Oui, je suis frustré. Je suis frustré parce que je ne peux m'enlever cette image de cette mère monoparentale. Puis c'est pas la première qui passe dans mon bureau. Mais hier matin, Madame la Présidente, cet exemple en est un parmi tant d'autres et est devenu la norme dans mes lundis au bureau. Monsieur le Président, le gouvernement est conscient de ces problèmes. Ne viens surtout pas me dire que les autres députés ne voient pas ces concitoyennes entrer dans leur bureau avec des situations semblables. Il ne s'agit donc de ne pas savoir, mais plutôt d'un refus d'agir. Madame la Présidente, le logement est un droit humain essentiel. De mai 2020 à mai 2021, on a vu les loyers augmenter de 10,9 % dans la province. C'est la plus forte hausse du pays. Pendant ce temps-là, le gouvernement n'a rien fait. On a imploré le libre marché, le ministre du Développement social n'arrêtait pas de dire sur toutes les tribunes qu'il y avait, inquiétez-vous pas, le libre marché va s'en occuper. Le libre marché va s'en occuper. Quelle stratégie triste, Madame la Présidente. Quelle stratégie paresseuse, Madame la Présidente. Comme si le libre marché avait un cœur, une raison, une capacité de voir et de comprendre la souffrance humaine. Je suis certain que les députés reçoivent dernièrement énormément de courriels, de propriétaires surtout. Moi, je peux voir ma boîte de courriels être bombardée de propriétaires. Puis j'essaie parce que, Madame la Présidente, je ne suis pas ici pour dire que tous les propriétaires sont des mauvaises personnes. C'est pas ça du tout. On va essayer, par exemple, de l'autre côté, de ensuite utiliser ça pour un peu diviser. Hein? J'en parlais tout à l'heure, le sophisme de l'épouvantail. Hein? C'est d'exagérer la position de la personne qui oppose tes arguments. Mais, mettons une chose au clair. Peu importe comment que tu es un bon propriétaire ou un mauvais propriétaire, quand tu appartiens des logements locatifs, ton objectif n'est pas d'assurer un logement abordable à qui que ce soit. Il s'agit d'un investissement. Il s'agit d'un investissement financier que tu as fait. Et donc, tu as un objectif de rentabiliser cet investissement financier.
Or, le logement abordable est un droit fondamental que tous les humains devraient avoir le droit. Et donc, le gouvernement doit agir. Comment est-ce qu'on fait augmenter la valeur de notre investissement, Madame la Présidente? La spéculation. Hein? Une fausse valeur. Ce n'est pas la valeur réelle de mon bien. C'est une fausse valeur. C'est qui est prêt à payer le plus pour une bâtisse qui agit comme logement pour des familles, pour des personnes âgées, des mères monoparentales, des personnes avec des handicaps, des immigrants, des personnes racisées, toutes sortes de personnes. Le prix de vente, Madame la Présidente, a augmenté de 32 % dans la province. 32 %. Pourquoi? Parce que là, on ne parle même plus de personnes qui achètent des logements. On parle de firmes d'investissement qui ont comme seul et unique objectif de remplir la poche de leurs actionnaires. Des fois, c'est des actionnaires, des personnes comme vous et moi. Des fois, ces actionnaires-là sont des fonds de retraite de d'autres provinces. Le gouvernement a refusé d'agir, a laissé le marché immobilier exploser dans la province, au point où ce que les gens qui travaillent avec un salaire ici dans cette province ici ne peuvent plus se payer une maison. Le rêve de la maison est parti. Monsieur, madame, je suis désolé de vous le dire. Vous êtes jeune, vous travaillez, bonne chance. Si vous n'êtes pas backé par une firme d'investissement de Toronto, avec des grosses poches solides, bonne chance. On appelle ça l'accumulation par la dépossession, Madame la Présidente. L'accumulation par la dépossession, c'est une théorie économique bien connue qui dit que si vous voulez accumuler du capital, il faut nécessairement, le système capitaliste est basé là-dessus, il faut nécessairement le déposséder de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un système qui est enraciné dans des valeurs de solidarité. Ce n'est pas un système qui est enraciné dans une valeur de communauté. C'est un jeu de Monopoly où il y a une personne qui finit gagnant. Pendant la pandémie, Madame la Présidente, les milliardaires de la province, eux autres, ils ont constaté une augmentation considérable de leurs revenus. En 2020, la fortune de James Irving, propriétaire de J.D. Irving, a augmenté de 36 %, passant de 6 milliards à 8,1 milliards en 2020. Et pendant que tout le monde là, souffrait en début de pandémie, se faisaient couper leur job, il y a James Irving qui a vu une augmentation de 36 % de sa fortune, qui atteint 8,1 milliards de dollars, Madame la Présidente. Quel être humain qui a besoin de 8,1 milliards pour être bien? Aucun. La fortune d'Archer Irving, propriétaire d'Irving Oil, a augmenté de 32 %. Ça a passé de 3,3 milliards à 4,4 milliards de dollars.
Fait que pendant que moi j'ai des citoyens qui viennent me voir dans mon bureau, qui pleurent parce qu'ils ne peuvent pas avoir de logement, qui ne peuvent plus mettre de gaz dans leur char, puis qui ne peuvent plus acheter d'enfants pour de manger pour nourrir leurs enfants, on a des richissimes qui se promènent en hélicoptère, c'est leur Moses d'île privée, Madame la Présidente. Voyez-vous comment c'est fâcheux, ça? Voyez-vous l'image? Ou avez-vous à ce point avalé un système qui crée des inégalités? Le salaire minimum, j'en ai parlé. Le salaire minimum, Madame la Présidente, le revenu de subsistance moyen dans les centres urbains du Nouveau-Brunswick devrait être de 19 et 27 $. On l'a augmenté de 2 piastres à 13,75 puis on se pète les bretelles. On se pète les bretelles en sachant qu'il y a du monde qui va continuer de vivre dans la pauvreté. Ben, vous perdu la tête. La crise climatique, Madame la Présidente. La crise climatique, c'est l'enjeu le moins compris. Puis je suis désolé, mais des conservateurs et des libéraux, vous êtes ancrés dans des idéologies qui ne nous sortira pas. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Écoutez, parce que je pense que c'est de l'information qui serait bon, si vous pouviez comprendre. Le capitalisme vert, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La croissance dans un monde où les ressources sont finies, la croissance infinie ne peut pas exister. Avez-vous fait des cours de maths? La croissance vient avec une dégradation écologique. L'économie capitaliste crée systématiquement des effets de rebond. La croissance verte, Madame la Présidente, est un écran de fumée. La réponse à la crise climatique, on ne le fera pas par nous autres mêmes. La culpabilité environnementale doit changer de camp. Ce sont les entreprises capitalistes, les grandes corporations qui prennent les grandes décisions économiques, pas les consommateurs. C'est pas monsieur, madame, tout le monde qui décide de s'acheter un char pour aller travailler, pour mettre du manger sur leur table, qui sont le problème avec la crise climatique, Madame la Présidente. Ce sont nos politiques publiques. J'ai beau faire tout ce que je veux, je vous l'annonce aujourd'hui. Restez chez vous, recyclez, achetez-vous un char électrique, mangez le mieux que vous pouvez. La crise climatique s'en va pas. Parce qu'il y en a d'autres qui en profitent. Puis comment est-ce qu'on va arrêter ces autres-là? Ah, on veut pas. On veut pas. C'est cette invention du libre marché où ce que tout s'arrange tout seul. Ça va s'arranger tout seul. Allez dans les écoles parler aux jeunes. Allez parler aux jeunes. Qu'on a rempli la tête. Moi, je fais partie de cette génération-là. J'ai grandi à l'école, puis ils m'ont dit, tout mon passage à l'école, ils m'ont dit, il faut respecter l'environnement, il faut faire de son mieux. Tu sais, il faut faire attention à ce qu'on fait. Les 3 R, hein? Les 3 R, vous connaissez les 3 R. Ils nous ont dit de tout faire ça.
malgré qu'on le fait tout. Guess what? On a encore dans le marbre. La crise climatique s'en va pas nulle part. La crise climatique est encore là. Fait que ce qui crée l'éco-anxiété chez les gens, c'est dire « je fais tout dans mon possible pour arrêter qu'on fesse droit dans le mur, puis malgré que je fais absolument tout ce que je peux, ça ne va rien changer. » Pourquoi? Parce que les décideurs ne font rien. Ils font des demi-mesures. Ils essaient de nous faire croire qu'il faut absolument tout polir l'économie pour que ça fonctionne pareil. Ils nous racontent des mensonges, Madame la Présidente. Non, mais sincèrement, à un moment donné, vous pouvez rire tout ce que vous voulez. À un moment donné, il va falloir qu'on se parle de décroissance. Il va falloir. On peut ignorer ça. On peut continuer de l'ignorer. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on se parle de décroissance. Il va falloir qu'on se parle d'une façon de faire l'économie différemment. Puis là, vous pouvez toutes prendre vos visions du monde, là, qui est toutes soit A ou B. OK? Hein? C'est ce que j'ai appris en politique, c'est qu'il y a tout le temps deux options. La nuance est morte. Ça fait longtemps. Et tu viens à critiquer le système capitaliste, puis là, on va t'appeler un communiste. Certain. Parce que c'est facile. Mais à la fin de la journée, il va falloir qu'on réfléchisse à un système économique qu'on sait qui crée des inégalités. Il va falloir qu'on arrive avec un plan de décroissance pour s'attaquer à des problèmes comme la crise climatique qu'on sait. On sait qu'on est drette là. Puis on fonce drette dans le mur. Puis des fois, il y a du monde qui aime dire qu'on est tous dans le même bateau. Ben, Madame la Présidente, on n'est pas tous dans le même bateau. On n'est pas tous dans le même bateau. Moi, j'ai pas de bateau. Il y a du monde qui n'a pas de bateau, Madame. Les principaux responsables de la crise sont les corporations. En premier lieu, les industries fossiles. Dans la province, c'est Archer Irving et sa gang à Saint-Jean. Ils en profitent. Ils en profitent pour vivre comme des milliardaires pendant... C'est pas vrai. Allez dans vos circonscriptions, allez voir les enfants dans les familles pauvres. Sont-ils dans le même bateau qu'Archer? Sincèrement? Sont-ils dans le même bateau? Absolument pas. Pas mal sûr qu'Archer a un plus gros yacht qu'eux autres. Dans ce budget ici, il n'y avait absolument rien de nouveau. Aucune mention de l'économie sociale. Aucune mention des coopératives. Aucune vision alternative de l'économie, ce qu'elle peut devenir. Une économie qui travaille pour le monde. Une économie qui travaille avec en tête la solidarité. Le bien commun. On a perdu le bien commun, Madame la Présidente. Une économie qui est solidaire. Ça existe. Vous avez juste besoin de lire des livres. Ça existe. Il y a plein d'exemples à travers le monde de gens qui tentent de faire différemment et des gouvernements qui ne peuvent pas voir parce que c'est beaucoup plus confortable de rester dans un vieux carcan idéologique qui divise, qui crée des inégalités. Garde ta classe moyenne heureuse, puis vous allez être all right. C'est ça, souvent, que nos gouvernements arrivent avec idée.
Les PME, c'est de plus en plus dur d'avoir une petite ou une moyenne entreprise. C'est de plus en plus dur, on le voit. Vous le voyez, je suis certain. On fait face à des gens qui ne jouent pas sur le même pied d'égalité que nous autres. On fait face à des corporations qui accumulent tellement de capital qu'ils peuvent racheter n'importe quoi, qu'ils peuvent faire fermer n'importe quoi. Parlons de souveraineté alimentaire et d'agriculture, juste pour le fun. Aucune mention de l'agriculture. Zéro dans le budget. Pas un mot. Aucune vision. L'agriculture, je trouve que c'est un des industries où on peut voir cette façon-là de fonctionner des grandes corporations, Madame la Présidente. On pousse de plus en plus les agriculteurs vers une industrialisation. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'industrialisation de l'agriculture est directement liée aux pandémies, au développement de virus qui ont un potentiel pandémique. Puis le gouvernement continue, en sachant ça, continue de pousser les agriculteurs vers un modèle industriel. Puis là, je peux vous parler en tant qu'agriculteur. Comment une fois que j'ai du monde du département de l'agriculture qui sont débarqués chez nous pour me dire il faut absolument que tu vendes tes produits à Sobeys. C'est la seule manière que tu vas réussir. Je les vire de bord, je les dis si c'est le même que je vais réussir, je vais faillir. Parce que moi, c'est le monde de ma communauté que je veux nourrir. Il y a d'autres modèles qui sont possibles, puis vous n'allez pas m'imposer votre modèle que vous pensez qui fonctionne, qui est en train de détruire la planète. Je me rappelle tout le temps de cette rencontre-là que j'ai eue. J'ai peut-être déjà conté cette histoire-là en chambre, mais je me rappellerai toujours de cette rencontre-là que j'ai eue avec un sous-ministre de l'Agriculture. C'est avant que j'étais élu. Où est-ce que je l'ai présenté pendant 45 minutes. Il m'avait demandé de le présenter. C'était quoi l'agroécologie paysanne? C'était quoi un modèle de développement pour l'agriculture pour les régions rurales acadiennes? J'y ai présenté ça pendant 45 minutes. Il m'a gardé direct dans les yeux, Madame la Présidente. Direct dans les yeux. Puis il m'a dit, Kevin, si tu n'es pas capable de me vendre 50 millions de tonnes de bleuets en Chine, viens puis moi. Voilà notre ministère de l'Agriculture, Mesdames et Messieurs. Souveraineté alimentaire, yeah right. Et je pourrais continuer longtemps. Je dis ça à chaque fin de discours, mais il y a une partie de ça qui est vraie. Je pense que vous avez réalisé que je ne voterai pas pour le budget. Non, je vais essayer d'être clair. Absolument pas que je vote pour ce budget-là. C'est aucune mesure sur l'évitement fiscal, aucune mesure substantielle de redistribution de la richesse, aucun investissement important dans le bien commun. Tant aussi longtemps que vous restez pris dans vos carcans économiques et que vous ne vous permettez pas d'être créatif, de réfléchir, de nuancer, de lancer des débats sans savoir où est-ce qu'ils vont, vous allez nous amener direct pour le gouffre. Ça va être sur vous autres. Merci.